Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 20h, on est bien sur la télé du salon, le salon du livre et de la presse jeunesse. Si tout se passe bien pour vous, c'est le week-end, peut-être qui démarre. Et donc, vous êtes en notre compagnie, merci sur Via Grand Paris ou alors sur les réseaux sociaux pour parler littérature jeunesse, découvrir des auteurs, des éditeurs, des libraires, bref, tous ceux qui font vivre la littérature jeunesse. Au fil de cette émission, on va découvrir plusieurs reportages, notamment, on va aller à la rencontre de Sanseverino, le chanteur montreuillois qui nous a fait l'amitié, toujours très sympa, de nous recevoir chez lui pour parler de son rapport au salon et puis plus globalement de son rapport à la littérature jeunesse. Et puis on partira également du côté des locaux de Gallimard Jeunesse à Paris pour rencontrer David Dermini. Il est directeur commercial chez Gallimard Jeunesse. Ce sera l'occasion de s'intéresser à la chaîne du livre. Comment ça se passe, comment ça se fabrique un livre depuis l'auteur jusqu'au libraire ou à la bibliothèque. C'est l'objet de ces reportages. On terminera, vous le voyez, la tête dans les images avec des textes qui sont mis sur des illustrations que vous voyez à l'image, illustrations qui sont présentées en ce moment dans le cadre de l'exposition du salon. Ça se place place Aimé Césaire à Montreuil en face de la mairie. Mes invités, vous le voyez, sont déjà en place. Victor Pouchet, bonjour d'abord. Bonjour. Vous êtes auteur, merci d'être avec nous. À vos côtés, Anne-Louise Mesadieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission culture de la région Île-de-France. Et oui, parce que ce salon, il dépasse les frontières de la Seine-Saint-Denis et de Montreuil. Bien évidemment, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Catherine Thérault, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Citoyenneté Jeunesse qui travaille en étroit partenariat avec ce salon du livre et de la presse jeunesse. On parlera avec vous tout à l'heure de vos actions, des actions de votre association. D'abord, Victor Pouchet, donc vous êtes auteur. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va essayer de mettre un petit peu un nez dans votre univers. Vous faites quoi ? Eh bien, j'écris des histoires. J'écris des histoires qui s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants, qu'aux adultes qui ont gardé leurs âmes d'enfants et aux enfants qui se préparent à être adultes. Et donc, j'ai écrit 2 romans adressés directement aux adultes, Pourquoi les oiseaux meurent et Autoportrait en chevreuil, et 2 livres, un conte russe qui s'appelle Le Tsarevitch au pied rapide et un roman de chevalerie contemporain qui est Lancelot du Lac et qui sont sortis à l'école des loisirs. Le dernier vient de sortir en août dernier. Alors justement, on va le montrer peut-être ce Lancelot du Lac parce que c'est donc parmi vos nouveautés. Oui. Lancelot du Lac, et c'est donc comment réinventer un roman de chevalerie à la sauce un petit peu cours d'école, cours de collège, c'est ça ? Exactement, c'est un petit garçon qui s'appelle Lancelot du Lac en un mot, et qui rentre en 6e. Et sa prof principale lui dit qu'il a un nom de chevalier. Alors lui, il en a un peu marre qu'on s'adresse à lui comme un chevalier. Il se dit peut-être qu'en fait je suis vraiment un chevalier. Et donc il va vivre une aventure qui est en fait l'aventure aussi de rentrer au collège, c'est-à-dire de découvrir un lieu complètement nouveau, une cour de collège avec des grands, avec des tournois de foot, avec des épreuves, et de les vivre aussi comme on peut vivre des véritables épreuves de chevalerie. Et donc ce petit Lancelot tombe amoureux d'une Jennifer qui dans sa tête s'appelle Guenièvre, et cette jeune fille disparaît, il va partir à sa quête. Donc c'est un roman de chevalerie, un roman d'amour, un roman d'initiation, de formation. Alors je montre le livre, voilà, ça ressemble à ça, c'est illustré, c'est ça ? C'est illustré par Kilofer, qui est un grand dessinateur de BD, qui est un grand génie du dessin, et donc qui a fait pour ce livre à la fois cette couverture magnifique et une dizaine d'illustrations qui sont pensées un peu comme des enluminures médiévales et qui mêlent ces deux réalités que j'essaie de raconter dans mon livre, c'est-à-dire à la fois le monde vu comme un monde de chevalerie et aussi le monde réaliste, c'est-à-dire que ce petit Lancelot prend le métro, va au CDI, tombe amoureux, traverse la ville, va dans un parc d'attractions dans le jardin d'acclimatation, et donc tout ça est à la fois réaliste et chevaleresque. Et je voulais mêler tout ça, et l'illustration de Kilofer les rende avec une beauté que j'aurais pas pu espérer. Votre Lancelot, il est en 6e, donc il a quoi, 11-12 ans, si je me trompe pas trop. Oui. C'est la cible, on va dire, en termes de lecteurs aussi. On peut être plus... Oui, alors ça paraît dans la collection 9 de l'école des loisirs, donc les collections sont toujours ouvertes parce qu'évidemment les lecteurs ont des goûts qui varient selon leur âge et aussi des capacités à lire qui varient selon leur âge, mais on peut dire que c'est à partir de 9-10 ans.
En fait, l'idée m'est venue exactement, si je peux la raconter, c'est que on est là pour ça. J'ai pensé, je lis des romans de chevalerie depuis que je suis tout petit, je les relis, etc. Et je me toujours demandais comment est-ce que qu'est-ce que c'était que ces gens qui prenaient des risques incroyables, étaient dans des histoires d'amour absolues. Et en fait, j'ai relu tout ça et je me suis rendu compte que ces chevaliers, ces chevaliers de la table ronde, par exemple, Lancelot, Perceval, les autres, ce sont des gens qui avaient entre 12 et 16 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient l'âge... On oublie ça. Ben oui, on l'oublie. Et en fait, ça explique beaucoup de choses. Ça veut dire que sinon, comment comprendre qu'ils aient besoin de prendre autant de risques, que la question de l'identité soit si forte? C'est des questions de l'adolescence. C'est-à-dire comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on se forme, comment est-ce que les cicatrices des épreuves qu'on traverse vont nous définir. Tout ça, c'est des choses que vivaient ces chevaliers et des choses aussi qu'on vit encore toujours à l'adolescence sous d'autres formes, dans une autre réalité, mais qui par de nombreux aspects s'apparentent à cette vie de chevalier. Voilà, entrer au collège, c'est parfois un combat. Il faut être bien armé, un vrai chevalier pour affronter les épreuves. On reste évidemment ensemble pour continuer de discuter, mais d'abord, je vous le disais tout à l'heure, on va découvrir des reportages et notamment, on a le soutien. Voilà, le salon a le soutien de personnalités emblématiques, de visiteurs qui passent régulièrement les portes de ce salon quand il a lieu en temps normal, hors crise sanitaire. Et tout de suite, on va écouter le chanteur montreuillois Sanseverino qui nous parle de son rapport au salon et de son rapport à la littérature jeunesse. On l'écoute. Quand je passe devant, l'effervescence qu'il y a et tout, c'est à chaque fois que je passe devant, bon, à part cette année que je passais devant, je me dis mais il y a encore énormément de monde qui vient au salon du livre, des classes entières, plein d'enfants. Moi je connais surtout la partie livre pour enfants parce que c'est là que j'ai été invité il y a une espèce de dizaine d'années à participer à 2-3 trucs mais c'est un énorme truc. Ah bah oui, d'envoyer les enfants au salon du livre, je me rappelle que ma fille, qui a maintenant 15 ans, elle a déjà été faire des visites au salon du livre de Montreuil, étant à l'école à Montreuil. Et forcément, les enfants, ils reviennent avec plein d'idées, plein de trucs. Et tel BD, c'est formidable, et tel bouquin. Et en plus, il n'y a pas que des bandes dessinées ou des romans, il y a en plus des livres qui... Enfin, je veux dire, ça part dans tous les sens, quoi, entre les trucs qui se déplient, les trucs qui ont des nouvelles formes. Bon, le truc qui se déplie, c'est pas vraiment une nouvelle forme, mais ça existe depuis les années 50. Mais je veux dire, les mômes s'aperçoivent qu'il existe des millions de trucs et du coup, ça suscite de l'intérêt. Et puis le phénomène d'avoir plein de bouquins autour de soi, ils sont forcément intéressés, puis ils sont amenés là-bas pour ça et tout. C'est une super initiation, quoi. Le fait qu'il y ait un salon ici, là, c'est formidable. Puis ça parle aussi du fait que le 93, c'est aussi un endroit où la culture, elle résiste et tout. Il y a des événements comme ce salon. Alors il y a 2 trucs qui m'ont marqué. Il y a l'appel de la forêt ou Cro-Blanc, c'est un des 2. Et je me rappelle jamais. Le truc se ressemble un peu quand même dans l'histoire. Il y a ces 2 bouquins-là où j'ai planché dessus vraiment beaucoup. Il y a aussi un bouquin un peu plus tard qui s'appelle Papillon, qui est un livre d'Henri Charrière. Donc ça j'ai plutôt lu à 14 ans pour la première fois. Et j'ai fini par il y a 5-6 ans d'en faire un album et une bande dessinée aussi qui s'appelle Papillon. Enfin, c'est pas moi qui ai dessiné, bien sûr, heureusement. Et ça, c'est vraiment les 3 bouquins qui m'ont marqué. Voilà, c'était le salon vu par Sanseverino, le chanteur. Merci beaucoup à lui d'avoir participé à cette télé du salon. Anne-Louise Mézadieu, vous êtes donc la présidente de la commission culture de la région Île-de-France. On vient beaucoup de parler de Montreuil et tout particulièrement de la Seine-Saint-Denis. Mais ce salon, clairement, il a une dimension qui dépasse ce cadre-là. Ça va jusqu'à la région, jusqu'à la métropole. Tout à fait, il s'agit d'un salon qui dépasse le cadre de Montreuil. En tant que président de la commission culture, c'est vrai que nous accordons une place importante à la culture en général et notamment à la littérature, à la lecture, parce que moi personnellement, c'est vrai qu'un livre peut sauver une vie, peut sauver un enfant. Donc, je préside les résidences d'écrivains. En tout cas, c'est un devoir pour nous, région Île-de-France, de soutenir ce salon du
livre de la jeunesse et on soutient... Les résidences d'écrivains qui sont mises en place par le Salon du Livre. Qui sont mises en place par le Salon du Livre. Il s'agit aussi de venir en aide aux auteurs et la région intervient, je dirais, dans toute la chaîne du livre. Donc vous voyez, il ne s'agit pas uniquement de Paris. La région intervient auprès et pour tous les franciliens. Vous avez aussi un partenariat avec le Salon par un autre biais au travers du Forum lycéen d'éducation aux littératures graphiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Comme je dis, c'est vrai que la région, on fait énormément de choses afin de permettre aux jeunes d'accéder à la littérature, que ce soit au niveau des lycéens, au niveau des tout petits. C'est vrai que le temps nous a imparti et nous incombe. Je vois notamment les leçons de littérature que nous avons mises en place. Là, c'est vrai que c'est plutôt pour les lycéens qui, d'année en année, rencontrent un succès fou auprès des enseignants, auprès des lycéens. Ça consiste en quoi? Vous pouvez nous expliquer? Les leçons de littérature, c'est un auteur qui va dans un lycée et qui échange autour de son parcours, autour d'une œuvre, avec les lycéens et les professeurs. Et ce qui est souvent, je dirais, amusant pour beaucoup de jeunes, ils ignoraient que les auteurs étaient contemporains et par conséquent étaient vivants. Voilà. Ouais. Et on a souvent tendance à étudier, je ne sais pas, Victor Hugo, Alfred. Il y a Victor Pouchet, il est vivant, on le voit. Tout à fait. Et c'est vrai que la relation élève à auteur, ça donne envie aux jeunes déjà de lire. C'est très précieux, toutes les rencontres que j'ai pu faire au collège, mais aussi au lycée, même à l'université, c'est toujours les échanges où on sent que un autre biais peut les mener vers le livre. Tout à fait. Vous avez eu, Victor Pouchet, une rencontre tout récemment, si je ne me trompe pas, mercredi dans le cadre du salon. Oui, c'était du Pré Saint-Gervais au collège. Au collège de Jean-Jacques Rousseau du Pré Saint-Gervais, avec des élèves de 6e qui avaient lu déjà quelques chapitres de Lancelot du Lac et qui avaient toujours énormément de questions sur comment est-ce qu'on travaille, aussi comment est-ce que ça naît une histoire, comment est-ce qu'on la poursuit. Et donc c'est à la fois des invitations pour eux à lire, mais aussi je crois des invitations à laisser l'imaginaire vivre dans leur vie d'enfant. Et ça, je crois que c'est très très précieux, parce que lire c'est une chose, mais qu'est-ce que ça apporte que lire? C'est-à-dire ça nourrit vraiment et ça permet de se construire un rapport au monde. Tout à fait. Et puis les questions, moi, je présume que Victor en a eu. Alors certains élèves demandent alors combien gagne un auteur? Est-ce qu'un auteur peut-il vivre? La première question généralement qu'il pose quand il rencontre un artiste, un auteur. Est-ce qu'un auteur... On le reconnaît dans la rue. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vous êtes célèbre? Non, c'est vrai que c'est... Vous pouvez vivre. Après cette émission, je pense qu'on va me reconnaître dans la rue, mais... Vous pouvez vivre, Victor Pouchet, pour répondre à ces questions qui sont posées. Alors, d'être auteur aujourd'hui. Alors moi, mes revenus d'auteur ne me suffisent pas pour vivre, donc j'enseigne, je suis professeur de littérature et c'est ça qui me rapporte assez pour vivre, mais non, la question des droits d'auteur est une grande question, et la question de leur voilà, c'est toujours c'est souvent, en tout cas pour les écrivains, des vies qui jonglent entre plusieurs activités. Alors ça nourrit les choses, et parfois ça crée aussi une sorte de contrainte de temps. Moi, j'aimerais parfois pouvoir me consacrer plus fortement à l'écriture, mais après on s'organise. C'est ce que je perçois et je découvre et que je rencontre, parce qu'on reçoit quand même pas mal de demandes de bourses d'auteurs, de résidences d'écrivains. D'ailleurs, le prix Médicis, l'auteur avait eu une résidence d'écrivain en 2017. Et malheureusement, les auteurs n'arrivent pas tous à vivre de leur œuvre. En cela, c'est vrai que la région intervient, permet des résidences. Il y a des soutiens financiers tout au long de la chaîne du livre, de la part de la région. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je me réjouis déjà que ce salon ait pu se tenir, parce que dans cette période troublée, nous avons besoin de rêver, nous avons besoin de littérature, nous avons besoin de culture. Et en cela, vraiment, je salue le format, même si le côté, quand on vient, ce bain de foule, de rencontrer cet échange avec les livres, les auteurs et c'est ce qu'on essaye modestement de reproduire sur cette télé du salon, pour permettre à ceux qui nous regardent, qui ne peuvent pas évidemment être présents physiquement sur le salon, de pouvoir vivre, de pouvoir rencontrer Lancelot du Lac
notamment au travers de leurs écrans. On dit un petit mot rapide, Anne-Louise Mesadieu, sur le Pass Navigo Culture. Ah oui, alors c'est une nouvelle offre parmi toutes les offres que nous faisons au niveau culture de la région, qui permettra aux détenteurs du Pass Navigo de bénéficier des réductions pour accéder à des musées, une centaine d'établissements culturels. Également, on est en train de travailler auprès des cinémas aussi pour permettre notamment aux jeunes de pouvoir, qui bénéficient d'un Pass Navigo, de pouvoir accéder à la culture plus facilement. Merci beaucoup. Vous restez évidemment avec nous. Autre reportage dans cette émission pour remonter cette chaîne du livre dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure. Vous savez, régulièrement, on vous propose d'aller découvrir celles et ceux qui nous permettent d'avoir tout simplement des bouquins dans les livres. Et là, on va faire donc un arrêt du côté de Gallimard où on va rencontrer David Dermini. Il est directeur commercial chez Gallimard Jeunesse. Mon travail, ça consiste à accompagner les éditeurs qui, eux, sont en relation avec les auteurs pour pouvoir élaborer les projets éditoriaux et les vendre aux libraires et acheminer aussi les livres dans cette même librairie. Nous, la relation, elle est très très proche puisque on est un service commercial qui est intégré au groupe d'édition Gallimard. On appartient au groupe d'édition Gallimard et donc notre relation, elle est quotidienne avec les éditeurs, avec les patrons de maisons d'édition. Les éditeurs et les auteurs présentent les projets et ensuite les commerciaux vont pendant 2 mois aller rencontrer les libraires pour leur vendre le projet. On a des ordinateurs sur lesquels on peut présenter les couvertures, on envoie les livres auparavant aux représentants pour qu'ils puissent les lire et convaincre le libraire et en parallèle on envoie aussi, quand le libraire le souhaite, les livres avant parution pour qu'ils puissent les lire et après les conseiller aux bons lecteurs. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer tous les libraires, c'est-à-dire pour un titre très 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 connu. On va prendre par exemple Harry Potter ou Icabog, qui est le prochain roman de J.K. Rowling. On va aller contacter à peu près 8000 libraires. Et à côté de ça, sur des éditeurs plus petits, plus confidentiels, sur des projets plus ambitieux, on va aller voir un nombre de libraires plus restreint, 800 libraires, dont des spécialisés jeunesse, que effectivement, il existe en France un réseau de librairies spécialisées jeunesse, un peu plus d'une centaine de libraires qui ne vendent que de la jeunesse. Elle est importante puisque, comme on dit, la chaîne du livre, il y a différents maillons et donc les maillons ont la charge de transmettre de l'information et du savoir au maillon suivant et d'aller chercher de l'information sur le maillon précédent. Et c'est là où nous, on fait le lien, où on va remonter auprès des auteurs, auprès des éditeurs, mais aussi auprès des libraires de l'information que les éditeurs nous donnent. Donc on est un transmetteur d'informations. Merci beaucoup à David Dermini, directeur commercial chez Gallimard Jeunesse. Le salon du livre de Montreuil, c'est le salon du livre jeunesse, mais aussi de la presse jeunesse. Et on va en parler justement avec vous, Catherine Thérault. Vous êtes donc directrice de l'association Citoyenneté Jeunesse. On va parler du travail que vous faites avec le salon, notamment sur cet aspect presse. D'abord, un mot de présentation sur votre association qui est installée pas très loin d'ici, à Pantin. Oui, on est installé pas très loin d'ici et puis on est voisins, je dirais, depuis toujours du salon, puisqu'on est né dans les mêmes années, les années 80, sur le même territoire, celui de la Seine-Saint-Denis. Et puis on a au centre, au cœur même de notre nom, ce mot de jeunesse avec cet objectif de prendre soin de la jeunesse, comme dirait le philosophe qui va nous manquer qui nous manque déjà, Bernard Stiegler. Donc cet objectif de prendre soin de la jeunesse, nous, à l'association, on l'a traduit avec une ambition, celle de contribuer à développer l'esprit critique des jeunes pour faire en sorte qu'ils se constituent la personnalité la plus riche possible. Donc on va travailler, comme vous ici, sur les imaginaires des jeunes, sur le fait de bouger les représentations et sur le fait de les aider dans ce grandir à l'âge de leur transformation. Et ça passe aussi par l'éducation aux médias, hein, c'est ça ? Oui.
On a tout un volet de nos actions qui porte sur l'éducation aux médias et à l'information, puisqu'on est partenaire du département de la Seine-Saint-Denis sur un dispositif important qui s'appelle les résidences de journalistes en collège. Ce sont des dispositifs qui permettent chaque année à 4 journalistes ou équipes de journalistes de venir en résidence dans un collège et travailler avec une classe de collégiens pendant à peu près 40 heures, 50 heures de pratique artistique, et d'ajouter à ça des visites de rédaction pour que les jeunes découvrent ce que c'est que l'envers de l'information, la fabrique de l'information, ce que vous faites. Là aussi, on parlait tout à l'heure de voir les auteurs en vrai. Là, c'est pareil, c'est voir des journalistes en vrai, tout ça dans un climat actuel où c'est peut-être particulièrement important. On va dire également un mot sur votre partenariat dans le cadre du dispositif Culture et Art au collège avec ce même salon évidemment du livre et de la presse jeunesse. Oui, c'est quelque chose qu'on fait également avec le salon, puisque vous travaillez des parcours, la culture et l'art au collège. Ces parcours se constituent autour de temps importants en termes de pédagogie. Ils permettent aux jeunes de faire avec des auteurs comme vous, avec des artistes du chant visuel, avec des artistes du spectacle vivant, de mener des ateliers de pratique réellement. Ils permettent aussi de donner aux jeunes du temps pour voir des choses, sortir voir des expositions, assister à des spectacles. Bon, en ce moment, ce n'est pas vraiment possible. Mais on trouve des alternatives. Il y a des compagnies de théâtre qui viennent dans les collèges pour présenter leurs propositions actuellement. Et puis, c'est aussi des projets qui sont dédiés à des temps aussi de réflexion et de dialogue, puisqu'il y a des philosophes qui vont venir rencontrer les jeunes. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille, nous, à l'association. Des historiens et qui vont amener les jeunes à poser un regard différent sur une thématique et comme ça, justement, travailler ce dont vous parliez, l'ouverture sur le monde. Je crois l'esprit critique aussi, dont on parlait un petit peu. Au centre de notre projet. Merci beaucoup Catherine Thérault pour cette présentation. On va terminer ce tour de table avec, très rapidement si possible, le livre qui vous a marqué dans votre enfance ou qui vous marque actuellement dans la littérature jeunesse. On commence avec vous, Victor Pouchet. Moi, je suis venu avec l'histoire du Prince Pipeau de Pierre Gripari, qui est un livre que j'ai lu vers 10-12 ans, je crois, qu'on m'a lu, puis que j'ai lu seul, qui est un livre qui m'a ouvert à la fois au plaisir de raconter des histoires. Ça commence par l'histoire de l'histoire et à l'aventure. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. Et à l'idée que le monde était complexe, la vérité, le mensonge, les choses se retournent. Et donc c'est l'histoire de ce petit Prince Pipeau qui rêve d'avoir un cheval rouge et qui obtient un cheval rouge. Catherine Thérault, votre livre jeunesse? Alors, moi, je vais parler de celui-ci. C'est un ouvrage qui s'appelle « Tout se transforme » et qui a été écrit par des élèves du collège Elsa Triolet l'année dernière. Donc, c'est un livre de la jeunesse, pour la jeunesse et écrit par la jeunesse. Ça raconte l'histoire d'une soucoupe spatiale qui atterrit tous les 5 ans sur la Terre. Et puis, de fil en aiguille, Saint-Denis se transforme et elle finit par atterrir à Saint-Denis au moment où le stade se construit. Et au fait, le Stade de France est une soucoupe spatiale. C'est ce que nous racontent les élèves. Parfait, merci beaucoup. Anne-Louise Méziadieu, on termine avec vous. Alors, j'ai omis d'apporter mon livre, mais le livre qui est, je dirais, mon livre phare, qui m'a bouleversée et qui m'a permis quelque part de me construire et de faire des parallèles entre ma vie, mes origines, reste quand même Si c'est un homme de Primo Levi, que j'ai lu, relu et étudié, et je connais les phrases, je dirais même par cœur, que j'ai lu en italien. C'est vraiment le livre qui me touche et qui me parle et qui continue à me parler jusqu'à ce jour. Parfait, merci beaucoup, merci à vous trois d'être venus sur ce plateau, sur cette télé du salon. On se quitte comme à chaque fois, la tête dans les images avec ces mots qui sont mis sur des images, des illustrations qu'on peut voir à l'exposition qui est proposée en ce moment par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse du côté de la place Aimé Césaire en face de la mairie de Montreuil. À très vite. Ronald de Curchod, Gladys, le Rouergue. Chez Ronald de Curchod, artiste suisse installé aujourd'hui à Toulouse et qui n'a rien oublié des paysages de son enfance, on voit d'abord le bleu. Celui de la nuit où la pleine lune éclaire la course d'un blaireau sous l'œil d'une petite fille, celui du ciel lumineux qui surplombe le chaleureux terrier de Marmotte où se blottit la même demoiselle.
Le bleu du ciel encore, où vole un faucon, tellement haut que le paysage devient flou. Celui qui se découpe, la nuit tombée, derrière une collection de hiboux. Ainsi que le bleu qui illumine le paysage de montagne où un gamin chasse le chamois. Celui de la fleur d'iris, arborée par la première vache à rentrer de l'alpage. Du bleu enfin, lors d'une chevauchée de la petite fille, toujours la même, campée sur un renard, et dans l'eau qui reflète le ciel et montre une truite baladeuse. Du bleu et un incroyable jeu avec la lumière. Un travail de peintre, mais Ronald de Curchod est peintre. Naturelle ou artificielle, la lumière modèle les scènes et nous y convie. Il y a du Magritte dans les ciels et les juxtapositions, du Botero dans les portraits. Les illustrations sont réalisées à la tempera, une technique très ancienne à base de jaune d'œuf et d'eau que l'artiste utilise dans son travail personnel et ici pour la première fois en jeunesse. La petite fille des images, c'est Gladys, la mère de l'artiste. L'album dont viennent ces images est un abécédaire composé à partir de ses souvenirs. Mêlant la réalité et l'imagination, les séquences illustrent de brefs poèmes, souvenirs, anecdotes ou inventions de l'auteur, la fiction gardant ses droits. On est touché par l'intérêt de Ronald Curchod pour la nature. Le goût de la nature et les animaux dans mon travail vient du goût pour la nature et les animaux de ma mère, explique-t-il. Elle attendait vraiment les blaireaux à la pleine lune. Ce souvenir a déclenché la mystérieuse scène de nuit. Un dessin arrive comme il arrive, observe encore l'artiste. Souvent, je pars d'une idée et j'arrive à autre chose. Après le dessin, il y a le travail du peintre. Je passe toujours de la couleur sombre à la couleur claire. Couleurs posées en couches successives, où joue une lumière souvent très focalisée, composition somptueuse, autant d'héritage des peintres anciens que Ronald Curchod aime. Vermeer, virtuose magnifique aux espaces incroyables, et Bruegel l'Ancien, pour ses scènes de vie de la campagne. Vous voilà invité à plonger dans la grande histoire de l'art. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ?